Bonjour à tous. Je remercie donc le secrétaire général adjoint Kwakwa de me passer la parole pour faire un petit exposé sur la situation sécuritaire à Kwamoutou et avec son implication sur le territoire de Bagata qui est dans la province du Kwilu. Pour commencer, je sais que nous connaissons tous notre pays et nous connaissons aussi la géographie. Kwamoutou se trouve dans la province de Mai-Ndombe, qui, il y a quelques années encore, faisait partie de la grande province de Bandundu, avec différents districts, Kwango, Kwilu et Mai-Ndombe, qui sont aujourd'hui devenus des provinces à part entière. Pour situer Kwamoutou, pour ceux qui ne s'y sont jamais rendus, vous prenez votre véhicule d'ici jusqu'à Mongata, ça peut nous faire une centaine de kilomètres. Et de Mongata, vous laissez l'asphalte qui va vers Bukangalonzo au Kenge, vous prenez votre gauche. Et à peu près à 80-100 km, vous terminez la commune urbano-rurale d'Nsele, pas c'est Nsele, fait frontière, Maluku, pas c'est Maluku, Maluku fait frontière bien sûr, avec Kwamoutou, donc au plateau, mais aussi avec une partie de Bagata. Et Kwamoutou se retrouve entre le fleuve Congo, principalement entre le fleuve Congo et la rivière Kwango. Donc c'est entre ces deux rivières-là, entre le fleuve et la rivière Kwango, que se situe le territoire de Kwamoutou. Quelle est l'origine du conflit? Selon nos informations, il y a plus d'une cinquantaine d'années, les peuples Yaka, les Mbala aussi, se sont déplacés et se déplacent depuis tout ce temps-là pour le plateau à la recherche de fermes. Parce qu'il y a des grands espaces au niveau de Kwamoutou, il y a des très grands espaces agricoles. Et comme les Yaka sont assez forts pour les champs, et puis il y a aussi les Mbala qui sont forts pour les champs, ils se sont déplacés pour le plateau où ils ont trouvé des fermes pour la culture de maïs, la culture de manioc. Il y en a qui coupent le bois pour en faire le makala, le braise. Et c'est à cette exploitation-là que les gens s'adonnent. Il s'est fait que lorsque un chef coutumier donne une portion de terre à un fermier ou à un usager, il fixe une redevance coutumière qui, dans un premier temps, tu donnes d'abord de droit, tu peux donner les couvertures, tu peux donner les casiers de bière avec un pot d'argent. Ça, c'est juste pour qu'on te donne un lopin de terre. C'est en location, c'est pas un lopin de terre qu'on te donne définitivement. Et lorsque tu commences l'exploitation, il détermine ce que tu dois payer à la fin de chaque saison agricole. Par exemple, si tu as fait le manioc, généralement, tu as cultivé le manioc, généralement, c'est après 1 an qu'on déracine le manioc. Lorsque tu as déraciné, tu dois donner au chef de terre 1 sac ou 2 sacs de manioc. Lorsque tu as cultivé le maïs, il y a 2 saisons de maïs. On peut te demander 1 sac ou 2 sacs de maïs. Lorsque tu as cultivé les arachides, mêmement. Cette situation dure depuis très longtemps et ça se passe comme ça dans la plupart de nos villages, dans la plupart de nos territoires, dans la plupart de nos groupements. Mais c'est fait qu'à cela s'est ajouté la vente, un peu la double vente d'un même espace à plus d'une personne.
Et ici à Kinshasa, au niveau de Maluku, beaucoup de gens ont vécu ça et comme ça appartient à nos frères Teke, ils pouvaient vendre aujourd'hui à Mambo et puis Mambo traîne pour l'occuper et quelques temps après, on vend ça à M. Honoré et vous vous retrouvez dans les conflits. Et cela a aussi été le cas cette fois-ci. Cela a aussi été le cas cette fois-ci. Deux frères Yaka se sont retrouvés en train de se disputer un lopin de terre dans le village, je cherche le nom du village, dans le village Miboro. Dans le village Miboro. Et puis ils se sont dit, bon, nous n'allons quand même pas nous battre, il faut que nous nous rendions chez le chef pour qu'il puisse trancher comment il peut vendre, il m'a vendu à moi, c'est vrai que j'ai traîné, mais il ne pouvait pas te vendre après, parce que le deuxième a occupé plus vite que les premiers. Lorsqu'ils se sont rendus auprès du chef pour poser le problème, le chef n'a pas réglé le problème, il a dit, allez régler votre affaire vous-même, de toutes les façons, moi j'ai déjà vendu la terre, régler ça à votre manière, j'ai pas d'argent à vous retourner, et puis, donc c'était une mauvaise réponse, c'était une fin de non-recevoir, et les deux frères se sont dit, non, nous n'allons pas nous entretuer, il faut que ces gars-là puissent régler cette affaire, sinon on va en découdre, surtout qu'ils nous font payer de redevances coutumières des taxes. Cela s'est ajouté au fait que le chef Teke, jusqu'ici on ne sait pas si c'était par concertation ou ils l'ont fait l'un après l'autre, ils ont augmenté chacun dans son coin de redevances coutumières à 4 fois plus, 5 fois plus. Et le Yaka, on dit qu'ils n'allaient pas obtempérer, ils ne vont pas payer. Ils vont payer la redevance qu'ils payaient d'habitude, ils ne vont pas augmenter à 3, à 4, à 5, ils ne vont pas le faire. De toutes les façons, les gens se mettent à ce moment-là à réfléchir parce qu'en fait, selon l'histoire du territoire, les territoires de Kwamoutou, les territoires même de Bagata jusque sur la rivière Kwilu au niveau de Bouzala, ces territoires étaient occupés par les Yaka. C'est les Yaka qui étaient les premiers occupants de ces territoires-là et qui se sont retirés, ils ont cédé ça au Teke qui était à Brazzaville, parce qu'initialement ils étaient à Brazzaville, et de l'autre côté à Bagata, ils ont cédé ça au Yansi, au Teke, et les Mbala sont venus par la suite. Donc le vieux démon qui n'est toujours pas loin, qui rôde, le vieux démon est revenu, les gens qui connaissaient l'histoire ont évoqué ça, que de toutes les façons, ces terres nous appartenaient avant, et puis nous sommes venus ici, nous travaillons, nous sommes mariés avec leurs filles, leurs garçons, nous avons des familles, donc on ne peut pas accepter ce genre de trucs-là. Ils ne sont pas nos chefs, ils ne sont pas de rois et nous, on n'est pas leur sujet. Donc c'est comme ça que le conflit a commencé et les gens se sont mis à s'entretuer. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas vrai. Il y en a qui pensent qu'il y a une main noire. C'est possible qu'il y ait une main noire, c'est possible. Bon, mais moi, je ne crois pas encore à une main noire. Pourquoi? Parce que l'année passée, dans mon territoire de Barada, dans mon secteur de Wamba, dans le groupement de Kissia, les gens se sont entretués. Mais comme ça n'a pris que 2-3 jours, vous n'avez pas appris. Et moi, j'étais en vacances parlementaires. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le groupement Kissia qui a un grand étendue, qui a un grand espace, mais il y a des chefs coutumiers. Vous êtes les chefs de groupement, mais il y a des chefs de village. L'ancien chef de groupement, c'était un vieux, un papa, un vieux. Alors tout le monde était assujetti à lui. Lorsque le vieux est mort, son fils lui a succédé, et les gens qui régnaient avec le père ont dit on ne va pas reconnaître l'autorité du fils, parce qu'ils étaient presque les amis du père. Et chacun créait son petit camp, et chacun a donné des lopins de terre aux fermiers. Maintenant, ils doivent percevoir des droits. Et il y a 2 villages, Tonton et Mayala, dont le chef s'est disputé le droit des fermiers. Et celui de Mayala disait non, le tel fermier, c'est sur ma terre, c'est mon argent, ce sont mes droits. Et celui de Tonton disait la même chose. Après, qu'est-ce qui s'est fait? Il y a eu animosité, inimitié entre les 2 peuples, de telle sorte que
les jeunes gens ou la population de Tonton ne pouvaient pas traverser Mayala et la population de Mayala ne pouvait pas traverser Tonton. Et je vous rappelle qu'il s'agit là d'un même peuple, c'est les Téké. Là, il n'y a pas de Yaka, là, c'est les Téké. Et l'année passée, les jeunes gens de Mayala qui venaient d'une fête ont oublié qu'ils ne devaient pas traverser par Tonton. Ils ont traversé Tonton, ils ont été attaqués. Et mort s'en est suivi, un jeune homme de Mayala a été tué à Tonton. Et ceux se sont enfuis, ont apporté la nouvelle à Mayala. Et tout le village de Mayala est descendu à Tonton. Mais Mayala commence maintenant à se reconstruire. On a brûlé, on a saccagé les gens. Le machette. Donc, quand on dit aujourd'hui ce n'est pas notre culture, moi je dis que l'homme a en lui une partie de bestialité ou, je vous dis, des bestialités, d'animosité qu'on ne peut pas expliquer, hein, qui peut sortir, qui ne sort pas parce qu'on n'est pas mis peut-être devant ces situations, ces circonstances-là. Mais ils ont utilisé le machette. Ils ont utilisé le machette et ils ont brûlé tout le village de Tonton. On n'en a pas parlé, mais nous avons eu... Moi, j'étais en vacances. Pendant ce temps-là, j'étais en vacances. Donc, j'ai pu prendre même des militaires, des policiers du coin pour avancer jusque-là. Ce n'était pas sécurisant, mais on est parti. Donc, il ne faut pas que nous puissions minimiser ces conflits-là. Et surtout qu'ici, on va parler des Téké, des Yaka, et surtout encore que les gens puissent se mettre à évoquer que c'était non-terre. Là, c'est très dangereux. Il faut absolument qu'on arrête cette histoire-là. Et cette histoire devient de plus en plus forte avec les Prof 27. Parce que là, on parle de champs, mais au niveau de l'administration, il y a des problèmes. Lorsque quelqu'un, un originaire de Maïndombe est envoyé dans le Kwilu, les gens de Kwilu respectent. Alors qu'il est de l'administration publique, l'administration centrale, au niveau de l'enseignement. Donc il faut prendre ça très au sérieux. Il ne faut pas que nous puissions tous, tout de suite crier toujours, il y a une main étrangère. Mais nous-mêmes, nous sommes en train de créer ça. Nous sommes en train de créer ça. Donc voilà un peu l'origine de la crise. C'est là l'origine de la crise. Et le village Miboro, il y avait beaucoup de villages, Miboro, Machambe, Morbek, Kwamutu. Les villages-là sont à l'intérieur. Mais après, les violences sont parties de l'intérieur pour la nationale RN17, donc la route qui part de Mongata jusqu'à Bandundouville. Et donc, on a constaté cette violence au niveau du village Mibé, au niveau de Machambio, au niveau de Bissala, au niveau du Kambankou, au niveau de Dilala, au niveau de Fadiaka. Et aujourd'hui, on est en train de parler de Falouo, du village Falouo. Aujourd'hui, il y a des attaques au niveau du village Falouo. Fadiaka et Falouo, avant, faisaient partie d'un seul groupement, Kimpana, qui relevait du territoire de Bagata. Mais c'est séparé, c'est séparé par la rivière Kwango. Et après, Fadiaka et Falouo sont passés à Toua, qui est dans Kwamutu, et Fadiaka et Kimpana est resté dans les Kwango. Mais c'est le même peuple. Il y avait un seul chef. Maintenant, il y a deux groupements différents, mais c'est le même peuple. Donc, c'est là la crainte, parce qu'en fait, lorsqu'on attaque les gens de Fadiaka et de Falouo, leurs frères sont à Kimpana, dans le secteur de Wamba, dans le territoire de Barata, juste en face de la rivière Kwango. C'est là où ça devient aussi très inquiétant, n'est-ce pas, pour la province du Kwilu, qui craint que, n'est-ce pas, ces violences-là puissent traverser de ces côtés-ci. Alors, il est difficile de faire les décomptes de morts, c'est très très difficile. D'autant plus que les exactions se passent dans des forêts, à l'intérieur, dans des bourses, mais c'est plus difficile, comme je disais à Jean-Baptiste tout de suite là, parce que chez nous, on n'a pas d'organisation de la société civile structurée comme au Kivu, où les gens sont très alertes depuis longtemps. Chez nous, il n'y en a pas. Ce qui fait que c'est difficile qu'on puisse aujourd'hui vous faire les décomptes. Combien de personnes sont mortes et dans quel village? On peut dire dans tel village les gens sont morts, mais on ne sait pas combien.
On ne sait pas combien. Mais en tout cas, j'ai causé avec, les membres du gouvernement provincial du Kwilu qui me disaient que selon leurs informations, il y aurait eu au moins 200 morts. Jusqu'ici, ils n'ont pas toutes les précisions parce qu'ils doivent se référer, n'est-ce pas, au gouvernement provincial de Mai-Ndombe, qui lui aussi n'a pas toutes les informations. Par exemple, là, on vient de m'appeler pour me dire qu'à Falo, on est en train de tuer les gens, donc ils ne peuvent pas donner tout de suite là cette information-là, parce qu'ils ne savent pas, ils savent pas ce qui se passe tout de suite là à Falo. Donc, il y a un problème pour les deux comptes, il y a une imprécision pour les deux comptes à cause de cette difficulté-là d'accès. L'accessibilité aux endroits où les tueries se passent, et puis l'absence des organisations de la société civile structurées qui peuvent relayer facilement, n'est-ce pas, l'information du décès, l'information de ces différents décès. Selon les informations que j'ai eues du gouvernement provincial, on serait à peu près à quelque chose comme 50 000 déplacés internes dans les Kwamuntu, et à quelque chose comme 3600 dans le Bagata, principalement dans le secteur de la Wamba, qui fait vraiment, qui est frontalier, n'est-ce pas, au territoire de Kwamuntu, où les élections se font de plus en plus nombreuses. Donc, c'est les déplacements, la catastrophe, ce n'est pas seulement les décès. Les gens sont en train de mourir, c'est vrai, mais la catastrophe est aussi humanitaire. Nous sommes maintenant dans la saison de pluie, et allez-y comprendre, les villageois ne s'étaient pas préparés à recevoir un afflux important de déplacés. Les enfants doivent étudier, on ne sait pas où les scolariser, et s'ils n'étudient pas, et ceux qui sont traumatisés parce qu'ils ont vu leurs frères, leur père ou leur mère tués, s'ils ne sont pas encadrés, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Et on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Au niveau de Bandundu-Ville, le gouvernorat était en train d'attendre une délégation aujourd'hui de l'ambassade britannique, mais aussi ils m'ont parlé des gens du PNUD. Et peut-être qu'à l'issue de cette rencontre, ils pourront mettre en place le mécanisme pour encadrer les déplacés. Bon, là, ceux de Kwilu, ils parlent de déplacés qui sont dans les Kwilu. Et c'est la même chose aussi pour ceux qui sont dans les Kwamuntu, bien qu'ils soient très, très nombreux. Et nous craignons que ce soit vraiment très, très difficile que, n'est-ce pas, le gouvernement provincial puisse arriver à juguler cette catastrophe-là. Donc, voilà un peu ce qui se passe chez nous au niveau de Kwamuntu et au niveau de Bagata. Alors, il faut craindre effectivement que si le conflit dure, que d'autres démons puissent intervenir. Parce que Kwamuntu fait partie du bloc 27. Kwamuntu, c'est le bloc 27. À Kwamuntu, il y a aussi du pétrole, c'est le bloc 27. Donc, il faut craindre que, comme on dit, les multinationales, parce qu'en fait, qu'est-ce qui peut arriver? Si on donne Kwamuntu à l'exploitation, il faut que la société qui va exploiter puisse indemniser les populations qui occupent l'espace. Et si maintenant les politiques qui peuvent se mettre derrière l'une ou l'autre population comprennent cet enjeu, ils peuvent utiliser, instrumentaliser ces populations-là pour qu'elles se battent, pour qu'ils ne se déplacent pas, dans la mesure où si demain le bloc est attribué à une société, que ces populations-là puissent être bénéficiaires de dividendes que la société peut payer. Donc ça, c'est une crainte. Ce qui a commencé, c'est ce qui a commencé. C'est seulement entre eux. Mais on ne peut pas dire que demain, ça sera seulement les mêmes protagonistes. Donc il faut absolument que nous fassions très attention, nous puissions ouvrir l'œil et les bons pour que les démons-là ne puissent pas s'installer définitivement dans ce coin-là, et donc finalement dans toute la province de Grand Bandundu, et surtout que Grand Bandundu, nous avons dit, fait frontière avec Maluku, qui n'est pas loin de Kinshasa. Et nous ne pouvons vraiment pas, nous n'allons pas dire, cette fois-là on ne saura pas dire comme à Lingete, que c'est à 2000 km. Ce n'est pas à 2000 km, c'est à la porte ici.
Peut-être parce qu'il avait dit que c'est à 2000 km que maintenant, bon, on ne peut pas sourire, c'est pas bon, mais il a dit que c'est à 2000 km, mais c'est arrivé. Donc l'insécurité, il faut absolument la combattre. Nous disons donc que c'est un conflit interne entre deux peuples et que nous devons absolument gérer. Alors, est-ce que ça suffit seulement de dire que c'est un conflit interethnique qui est né de la gestion, de la mauvaise gestion de terres ou de redevances coutumières? Mais nous disons que ces conflits, comme bien sûr celui de l'Est, ceux de l'Est avec les Interamwe, mais ici c'est peut-être différent, il est né pour nous, où il a comme fondement, où il a comme origine le manque de leadership managérial du pays. Le pays n'est pas géré. Il n'est pas géré au niveau national, il n'est pas géré non plus au niveau provincial. Parce que tous nous savons que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais et qu'il ne nous donne que l'usage. Il ne nous donne pas la propriété de ces sols et des sous-sols. Et les chefs coutumiers ne sont donc pas propriétaires de ces terres-là. Ils peuvent avoir des droits comme autochtones, mais ils ne sont pas propriétaires. En principe, et pour expliquer qu'ils ne sont pas propriétaires, les documents pour l'installation, ce n'est pas les chefs coutumiers qui donnent les documents, c'est l'agronome du secteur qui vient, qui fait les croquis et qui donne les documents à celui qui occupe l'espace, la ferme. Tu ne peux pas détenir une ferme avec les documents des chefs de groupement. Il n'en est pas habilité. Mais comment on laisse les chefs de groupement déterminer, fixer et déterminer les redevances coutumières, les redevances coutumières pour ces fermes-là? En principe, c'est l'État qui devait être au milieu parce que c'est lui le propriétaire du sol et du sous-sol. C'est lui qui devait fixer la redevance que le fermier doit payer. Et à ce moment-là, l'État devait avoir une clé de répartition parce qu'en fait, les autochtones ont droit à quelque chose. Une clé de répartition, 30% pour les autochtones, c'est le groupement, 30% pour le secteur qui est une entité décentralisée, 30%, et ce qui reste 40% pour la province. Et à ce moment-là, c'est l'État qui régule les relations. Parce qu'en fait, pour les avoir laissés de cette façon-là, on a créé ici une relation d'un roi avec ses sujets. Un roi qui dit un mot et les sujets doivent accepter, alors que le roi là, il n'est pas roi parce qu'il n'est pas propriétaire du sol. Il n'est pas propriétaire de ses sols et de ses sous-sols. Donc, l'État a abandonné. Alors, qu'est-ce qui arrive? Un chef de groupement qui a la possibilité de donner 20% des terres à un fermier. Et si les fermiers là ont des bêtes, ont des vaches, première année, tout le monde lui doit une vache. Donc, le chef de groupement a 20 vaches. Et le chef de secteur n'en a pas. Et le fonctionnaire de l'administration n'en a pas. Et puis, vous l'envoyez pour aller régler les conflits. Le chef prend 2 vaches, il donne au chef de secteur. Il prend 2 vaches, il donne au fonctionnaire. Et lui continue à régner en grand maître. Et l'État s'appauvrit au profit des individus. Et puis après, c'est ces individus-là qui créent des conflits, qui créent du désordre. Et l'État doit venir régler. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas. Nous disons que l'État doit reprendre la gestion de l'État. Il doit reprendre la gestion, il doit reprendre ses prérogatives. Il faut que ce soit l'État qui concède la terre, le droit. Il faut que ce soit l'État qui fixe la redevance et c'est lui seul qui fait les ponts entre les autochtones et l'exploitant. Il ne peut pas laisser les autochtones gérer directement l'exploitant, gérer directement les relations avec l'exploitant. C'est très très dangereux et ça peut aboutir et ça aboutit à ce genre de choses que nous sommes en train de voir. Mais que dire de la spéculation? Que dire de tous ceux qui pensent qu'il y a des moros, qu'il y a les éleveurs de vaches, qu'il y a... c'est possible, peut-être demain, ces gens-là pourraient intervenir. Mais dans un premier temps, au départ et jusqu'à ce jour, les informations que nous avons et à tous les niveaux fait état du conflit Teke-Yaka initialement. Mais nous disons que plus ça perdure, plus les Batumabé, Badongolomisu peuvent en profiter,
comme ce fut aussi le cas à l'Est, où on disait c'était entre les populations congolaises, et puis après, il y avait une guerre. Donc nous devons ouvrir l'œil et les bons pour essayer de juguler cette crise-là, qui est à la porte de Kinshasa et qui peut être très, très dangereuse. Et nous approchons des élections. Avec cette crise, vous comprendrez qu'il sera difficile et que si la peur s'installe, l'enrôlement sera difficile. Les gens vont avoir peur d'aller s'enrôler. D'abord, les villages se vident. Et comme les villages se vident, donc il n'y aura pas d'enrôlement. On ne sait pas envoyer non plus les opérateurs, les agents de la CENI, ils auront peur des sirènes. Donc ça va être ça va être un problème qui va compliquer même le processus électoral. Et nous pensons, nous espérons que le gouvernement entend, et nous pensons que la société civile et toute la population congolaise pourront se mettre debout pour forcer le gouvernement à prendre ses responsabilités pour que ces perturbations-là s'arrêtent et que nous allions aux élections et que nous arrêtions, n'est-ce pas, les pertes en vies humaines. Voilà un peu ce que je puis dire sur le conflit de Kwamuntu qui a une implication sur le territoire de Barata dans la province du Kwilu. Merci beaucoup. Message au peuple congolais en rapport avec la situation qui prévaut à Kwamuntu et dans les contrées environnantes. Très chers compatriotes, selon plusieurs témoignages, la situation d'insécurité à Kwamuntu que j'ai dénoncée dans mes messages du 24 août et du 5 septembre dernier évolue dangereusement vers une catastrophe en gagnant les contrées environnantes. Prenons cette situation au sérieux, car en effet, il est incompréhensible que ce que certains avaient vite qualifié de conflit ethnique puisse, tel un cancer, se propager aussi rapidement en dehors de Kwamuntu, avec à la clé des crimes atroces. Il y a effectivement quelque chose d'anormal dans cette situation. Et beaucoup d'indices semblent nous orienter vers une opération structurée et commanditée de déstabilisation de notre pays. Car certains villageois confirment la présence de personnes étrangères à cette région. Il y a donc une main noire derrière ces actes ignobles. Aucun Congolais digne de ce nom ne peut accepter que des individus, quels qu'ils soient, puissent se permettre de semer la terreur dans nos villages. Alors que la mort et la désolation, devenus notre lot quotidien dans la partie est de la République, ne sont pas encore enrayés, voilà que l'on ouvre un autre front d'insécurité dans la partie ouest pour prendre le pays en tenaille afin de l'embraser totalement et ainsi l'exposer davantage à la balkanisation. Il est du devoir de tout Congolais de contrer un tel projet macabre. Les FARDC et la police nationale doivent se déployer en masse dans Kwamuntu et ses environs afin de mener des opérations de ratissage pour déloger ces tueurs. Les jeunes doivent se mobiliser pour monter des brigades de surveillance citoyenne afin de dénoncer toute personne ou activité suspecte. Toute la lumière doit être faite sur la destination des Bouviers venus d'ailleurs qui avaient élu domicile dans les provinces de Mai-Ndombe, Kwango et Kwilu il y a de cela quelques années. Soyons tous vigilants, en alerte et mobilisés. La survie de notre pays en dépend. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son vaillant peuple. Signé Martin